Alors pour répondre à vos questions sur l'ARN messager, qu'on peut aussi appeler ARNM, et la technologie qui est embarquée dans les vaccins de toute dernière génération, Smartech a réuni deux experts, le professeur Frédéric Bizard qui est installé à mes côtés, économiste, spécialiste des questions de santé et de protection sociale, professeur d'économie et fondateur, président de l'Institut Santé. Je l'interrogerai notamment sur l'avenir de cette technologie et la stratégie nationale et même européenne à mettre en place dans ce nouveau monde pandémique. Avec nous également en visio, le docteur Steve Pascolo, immunologiste et spécialiste de l'ARN messager. Aujourd'hui, vous êtes chercheur à l'hôpital universitaire de Zurich et dirigeant de la société suisse Messer Pharma, mais vous êtes surtout l'un des trois cofondateurs de la biopharma allemande CureVac, connue à l'origine pour son expertise sur la technologie de l'ARN utilisée en cancérologie. Alors depuis la pandémie, c'est surtout de son vaccin anti-Covid que l'on parle, dont l'homologation par l'Agence européenne du médicament est attendue pour le mois de juin. Donc vous l'aurez compris, le docteur Pascolo est un spécialiste depuis presque toujours de l'ARN messager. On va démarrer d'ailleurs d'abord avec le docteur Pascolo parce que j'ai reçu quelques questions des internautes qui suivent Smartech et qui s'interrogent déjà sur la première question à se poser évidemment. Typiquement c'est Dominique qui nous dit d'abord qu'est-ce que c'est l'ARN, comment ça fonctionne et Julien précise sa question en disant quelles sont les différences avec l'ADN. Merci pour la question. Ça me permet aussi de faire un petit historique parce que l'histoire de l'ARN messager est une histoire française, totalement française. L'ARN messager a été découvert en 1961 par François Jacob et Jacques Monod qui ont eu le prix Nobel en 1965 pour la découverte de l'ARN messager. Donc l'ARN messager est une photocopie d'un gène qui est dans l'ADN. Donc l'ADN, c'est dans les chromosomes, c'est dans le noyau de la cellule. Et les gènes qui sont contenus dans l'ADN sont photocopiés, on appelle ça une transcription, en ARN messager. L'ARN messager sort du noyau de la cellule et est traduit en protéines, comme on le voit sur la photo de gauche. Vous voyez une cellule, le noyau est en jaune. Dans le noyau, il y a l'ADN et vous voyez ce fragment en rouge. C'est l'ARN messager qui est une photocopie de certaines parties de l'ADN. Et ce fragment rouge, vous voyez, va sortir du noyau jaune, aller dans le cytoplasme qui est en bleu. Et là, dans le cytoplasme, l'ARN est lu et donne des protéines. Donc à droite, vous voyez un équivalent avec une cuisine, disons. L'ADN est un livre. Les RNA polymérases qui font l'ARN en rouge sont des photocopieuses. Et ensuite, donc, cette photocopie, cet ARN messager est lu comme un cuisinier lit une recette et donc fait un gâteau qui est la protéine. Ce qui est important de signaler, c'est que cette molécule d'ARN messager que vous voyez en rouge est ensuite dégradée. Une fois qu'elle a été lue, le cuisinier la jette à la poubelle. Donc une fois qu'elle a été lue, la cellule détruit l'ARN messager, ce qui est un gage de sécurité quand on fait des thérapies à base d'ARN messager qu'on administre, parce qu'effectivement ce qu'on administre est détruit, éliminé de l'organisme, ne laisse pas de traces. C'était très clair, merci beaucoup. Alors, on a entendu notamment que c'était une technologie française, nationale, à l'origine. Et pourtant, on n'a pas de vaccin français encore aujourd'hui. Alors, Frédéric Bizard, quelle est l'explication? Qu'est-ce qu'on a raté? Non, mais c'est assez extraordinaire comment est-ce que c'est pas le seul domaine. Comment est-ce que l'absence de la France dans la recherche, enfin pas dans la recherche, mais enfin en tout cas dans la capacité à trouver un vaccin ARN messager est illustrative de l'état véritablement de notre recherche et de notre industrie pharmaceutique. On a vu que de notre système de santé qu'on pensait le meilleur au monde, finalement il y avait quand même beaucoup de choses à repenser. Notamment on n'a pas de santé publique, on a un système de soins, on a des hôpitaux, mais on n'a pas de santé publique. Et bien là, on a vu comment est-ce que notre industrie pharmaceutique était la première en Europe. On était le premier producteur de médicaments jusqu'aux années 2008. Quand vous êtes le premier producteur, c'est que déjà votre recherche plutôt va bien, c'est-à-dire que, parce on verra tout à l'heure, mais c'est un écosystème en fait, de la recherche à la production. Vous créez des écosystèmes et c'est ce qu'il faut créer avec l'ARN messager. Aujourd'hui, nous sommes numéro 5, d'accord ? Donc en 10 ans, on s'est effondré. Pourquoi est-ce qu'on s'est effondré ? En effet, il faut aller jusqu'au niveau, au début de la chaîne, qui est la recherche fondamentale. La France, de façon assez curieuse, et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de responsabilité
responsabilité politique immédiate, il y a une responsabilité politique depuis 20 ans. On a désinvesti dans la recherche médicale. On investissait dans les années 2000 à peu près 3,5 milliards par an d'argent public pour inciter à la recherche fondamentale. On est descendu à 2,5 milliards, là où les Allemands ont fait l'inverse, où ils ont doublé. Pourquoi est-ce que ça a été aussi vite ? Parce que justement, on est dans une phase de transformation, de changement, ce qu'on appelle le paradigme. Les médicaments étaient principalement à base chimique il y a 20 ans, puis on est passé aux biotechnologies et maintenant on passe à la génomique, c'est-à-dire des médicaments, des vaccins qui sont construits à partir du gène ou ce qui transporte l'information génétique comme l'ARN messager. Donc si vous désinvestissez alors que vous changez totalement de base technologique, il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour comprendre que vous vous effondrez. C'est d'autant plus navrant que ça a été très bien dit par M. Pascolo, que la France, pour l'ARN messager, a été leader mondial. On a découvert l'ARN messager, mais c'est vrai sur l'ensemble de la recherche génomique. La France, jusqu'aux années 2000, était considérée comme un des pionniers de la recherche génomique. Des sociétés comme Transgène, comme Celgène, ça ont été créées en France. Donc, on ne va pas désespérer. Il n'est pas trop tard, mais il est urgent d'agir. Et quand on a là cette technologie que l'on connaît, que l'on maîtrise, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays, eh bien, créons un grand écosystème, ce que moi j'appelle l'Airbus de l'ARN messager, qui contienne des briques autour de la recherche et du développement et un grand pôle de bioproduction. Vous savez, pour construire un pôle au niveau français ou au niveau européen ? Si on l'appelait l'Airbus, c'est que je pense qu'il faut un consortium de sociétés. La question, c'est pas d'être nationaliste, il ne faut pas que ça soit franco-français. Vous prenez des partenaires qui sont intéressés. Et il y en a. Il y en a aussi bien dans la recherche que dans la bioproduction. Mais il faut que l'État ait la vision. Il faut que, comme ça a été le cas pour Airbus, il faut donner un grand élan avec un soutien politique, au moins français, que la France soit pionnière. Encore une fois, parce qu'on a notre légitimité. Je ne dis pas ça parce que tout d'un coup, l'ARN messager arrive. C'est que la France est légitime. Encore, attention, parce que ça va très vite. Vous savez, c'est 150 millions d'euros et ça prend 6 mois pour créer un site de bioproduction. Dernier point, pourquoi est-ce que c'est aussi une opportunité ? On donnerait la parole tout à l'heure, Vous dites dernier point, mais... Ah d'accord. Non, on va y revenir, on va préciser les choses sur cette Airbus nationale. On ira plus loin. Je vais continuer avec les questions des internautes et le docteur Pascolo. Question de Dominique encore, qui justement s'interroge, dit on a mis en évidence dans les années 60 cet ARN messager, pourquoi c'est pas davantage utilisé ? Et puis Julien qui demande pourquoi on l'utilise justement dans les vaccins, comment les laboratoires synthétisent cet ARN dans la production des vaccins ? Alors, pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, donc on a, comme je l'expliquais, découvert l'ARN messager en France en 1961, mais la première utilisation d'ARN messager synthétique pour un vaccin est à nouveau en France. Le premier article publié sur le vaccin ARN messager est par une équipe française du professeur Meulien en 1993. Donc vous voyez que la France a identifié en 1961 l'ARN messager naturel dans les cellules et l'a utilisé effectivement en 1993 pour faire des vaccins, donc de l'ARN messager synthétique en liposome, publication française de 1993 de l'équipe du professeur Meulien, un vaccin anti-grippe validé chez des souris. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été utilisé ? Les équipes à l'époque, donc en 1993, du professeur Meulien, n'ont pas non plus vraiment vu l'intérêt par rapport à l'utilisation d'ADN, de l'utilisation de l'ARN. Ils l'ont fait, ils l'ont montré que ça fonctionnait, ils l'ont breveté en 1993, mais à l'époque, effectivement, l'ADN était vu comme plus facile à produire et plus facile à stocker et à utiliser. Et là, c'était une notion que nous, ensuite, en Allemagne, à Tübingen, à partir de 1993, on a infirmée dans le sens où, effectivement, produire l'ARN messager est très simple, contrairement à ce que les communautés scientifiques et médicales dans le monde entier pensaient. Le monde scientifique médical travaillait sur les ADN, donc parce que c'est facile à produire dans le laboratoire, c'est très stable, et ça vaccinait aussi. Et nous, on a pensé que l'ARN, justement, avait certains obstacles, mais surtout grâce à la dégradation in vivo dans les cellules, un avantage de sécurité par rapport à l'ADN, puisque l'ADN, lui, est plus stable et peut théoriquement aussi persister. Lorsque vous injectez un ADN recombinant, comme les adénovirus, par exemple, d'AstraZeneca, vous voyez sur la photo ici, donc l'AstraZeneca est un vaccin à base d'ADN. Donc là, vous avez une possibilité, l'ADN étant stable, que ce que vous injectez reste de façon stable dans l'organisme. Alors que vous voyez l'ARN ici en vert, qui est le vecteur de vaccination de BioNTech, de CureVac et de Moderna,
est détruit assez rapidement, donc il ne persiste pas. La même chose pour les protéines, qui est le vaccin de Novavax contre le Covid. Les protéines ne persistent pas. Donc l'ARN et les protéines ont cet avantage d'être vite dégradées, c'est un avantage de sécurité. Mais dans les années 90, c'était vu comme un désavantage. Les gens pensaient que l'ARN serait trop instable pour être utilisé comme médicament. Et nous, à Tübingen, effectivement, on a été les premiers à se dire non, ça va fonctionner, on va l'optimiser. On a réalisé la première production pharmaceutique d'ARN messager avec CureVac, qu'on a créé pour cette raison, pour avoir une structure industrielle de production d'ARN messager synthétique, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et on a fait les premiers essais cliniques, on a injecté les hommes, d'abord moi, avec de l'ARN messager codant pour une protéine de luciole, pour vérifier que l'ARN messager synthétique fonctionne aussi chez l'homme. Et ensuite, on a fait des vaccins ARN messagers pour des patients cancer. À partir de 2003, on a publié ces informations en 2007, 2008, 2009. Donc, les premières injections d'ARN messager synthétique chez l'homme et en tant que vaccin chez les patients cancer. Et alors, Fleur demande justement, parce qu'on a Julien qui s'interroge sur comment c'est synthétisé, mais il y a aussi Fleur qui nous dit, mais est-ce que c'est vraiment plus rapide à développer que les vaccins traditionnels ? Oui, et on l'a vu dans la pandémie. Parce qu'au début de la pandémie, toutes les compagnies qui font des vaccins ont commencé à développer un vaccin contre le SARS-CoV-2 et on a vu que le plus rapide, c'était effectivement l'ARN messager. Moderna, aux États-Unis, a été la première compagnie à injecter un vaccin expérimental à partir du 16 mars chez des volontaires. Donc on a vu en temps réel, pendant une pandémie, l'ARN messager, effectivement, est le plus rapide à produire. Pourquoi cela ? C'est ce que j'ai montré. J'ai montré ça sur la première photo. C'est l'histoire de la photocopieuse. Ouais. Donc à ce moment-là, quand vous avez une information génétique, donc un livre, que ce soit l'information génétique d'un virus, d'une bactérie, d'une cellule tumorale, c'est comme un livre. Donc une fois que vous avez le livre, vous avez une production qui est comme une photocopieuse. Donc vous mettez le livre, la bonne page sur la photocopieuse, vous appuyez sur le bouton et vous avez 1000 photocopies, donc 1000 molécules d'ARN à partir d'une molécule d'ADN. C'est pour ça que l'ARN est très facile à produire. Une fois que vous avez cette photocopieuse, donc une industrie et des équipements qui permettent de produire l'ARN, vous pouvez produire n'importe quel ARN messager, n'importe quelle page du livre peut être photocopiée par la photocopie, n'importe quel ADN peut être transcrit en ARN quand vous avez une production d'ARN messager. Alors que quand vous avez une production de protéines et que vous êtes expert pour produire par exemple une protéine de la grippe et qu'on vous demande de produire une protéine du SARS-CoV-2, vous allez devoir réoptimiser, réanalyser les méthodes de production, de purification et de préservation de votre nouvelle protéine parce que chaque protéine est un nouveau projet. Alors que l'ARN messager, comme la photocopieuse, vous appuyez sur le bouton et vous l'obtenez sans jamais avoir de problème. Donc si vous me donnez une séquence génomique maintenant, un ADN codant pour une protéine, en quelques jours, je vais vous faire l'ARN et sans échec. C'est-à-dire que vous aurez dans quelques jours votre ARN, quelle que soit la séquence d'ADN que vous me donniez, quel que soit le gène qui est codé et qui doit être utilisé dans le vaccin. C'est pour ça que c'est très rapide. Professeur Bizard, quand on entend ça, on se dit c'est quand même dommage qu'on n'ait pas cru à cette technologie plus tôt. Est-ce que le système de santé aussi n'était pas un petit peu empêtré dans des habitudes ? Est-ce qu'il n'y a pas uniquement un problème d'investissement santé publique, il y a aussi un problème de croire en la nouvelle technologie et de lancer des projets. Je pense à l'exemple par exemple de Valneva à Nantes, qui n'a pas été suivi par la France, qui a reçu en revanche des commandes de la part des Anglais. Oui, alors bon, Valneva c'est différent. Valneva a racheté une société qui avait une usine en Écosse et donc ça a été un peu un deal entre vous développez, vous produisez dans mon usine et je vous subventionne. Pas de tout mélanger. Pas tellement suivi non plus. Non, mais Valneva n'était pas sur l'ARN messager. Mais juste si on reste sur l'ARN messager, d'abord ce que dit Monsieur Pascalot est quand même intéressant pour se rendre compte de la profondeur et de l'importance de la révolution technologique. C'est-à-dire c'est à la fois beaucoup plus rapide à développer, le profil bénéfice-risque dont on parle tous les jours est bien au-dessus des autres, on le voit très bien, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez moins d'effets secondaires, on a vu quand même que le profil était très bon en matière de sécurité, et puis c'est plus efficace. Et enfin, c'est plus facile à produire. Même si c'est plus facile à produire tant qu'on maîtrise la technologie, hein, tout est relatif. Bon, donc on voit que c'est une vraie révolution. Pourquoi est-ce que la France est en dehors du coup ? C'est une très bonne question, parce qu'il y a, comme pour tous, ça s'explique. C'est-à-dire qu'encore une fois, depuis 20 ans, nous n'avons pas fait de la santé un secteur stratégique
en France. C'est-à-dire que nous n'avons pas organisé le système, institutionnellement par exemple, pour qu'on puisse voir loin, pour qu'on puisse avoir un vrai plan stratégique. Parce que les choix technologiques, vous êtes obligé d'avoir un plan stratégique à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en fait, notre système de santé, qui est en fait un système de soins, qui pilote des hôpitaux, qui pilote des professionnels de santé, est géré principalement selon une approche comptable et année après année. Vous savez, on gère un budget de santé à travers la loi de financement de sécurité sociale, et puis on essaie de faire des économies pour que ça rentre dedans. Alors comme il y a un vieillissement de la population, comme notamment il y a des innovations, pour faire rentrer un budget dans 2 à 3% de croissance, eh bien on rabote. Voilà la gestion du système de soins depuis 10-15 ans. Bon. Donc forcément, vous passez à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une fois tous les 10-15 ans, vous avez des révolutions technologiques. Et alors qu'elles sont sous vos yeux, parce qu'en France, elles étaient sous nos yeux, ça a été rappelé, passe à côté. Donc je pense que de la même façon que cette crise doit nous amener à repenser, mais sans auto-flagellation, parce que nous avons tout pour être encore un des leaders mondiaux dans ce secteur-là. Nous l'avons assez dit, nous avons des professionnels de santé absolument remarquables, ce qui est quand même la matière première essentielle d'un système. Là, nous avons des chercheurs absolument remarquables dans la génomique. Certains sont partis en France, mais en tout cas, nous avons un terreau de chercheurs absolument remarquables dans la génomique. Donc, il faut vraiment repenser le système avec lui donner une capacité de se projeter à 5 à 10 ans. Par exemple, créons une agence de l'innovation qui regroupe toute cette multitude d'agences pour arriver à l'homologation d'un médicament, mais qui soit tournée sur l'innovation. Bon, ça c'est un exemple. Vous regroupez les 4-5 agences qui permettent à un médicament d'aller sur le marché pour au moins accélérer. Vous savez qu'en France, l'accès au marché, c'est 500 jours. En Allemagne, c'est 100 jours. Donc, quand vous êtes industriel avec une vision mondiale, vous savez où vous allez aller. C'est pour ça que l'Allemagne a considérablement développé son industrie pharmaceutique, c'est qu'elle a simplifié son administration, ses procédures d'accès au marché. Vous voyez, ça coûte rien. Ce qui a un peu de désolant, c'est que depuis des années, quand vous interrogez un politique, on vous dit, mais regarde, la première chose qu'il va vous dire, mais regardez les milliards que l'on a mis sur la chose. Tout ce qui coûte très très cher, mais qui, in fine, en fait, ne change rien. Parce que si vous mettez beaucoup d'argent dans un système qui est peu efficace, finalement, vous l'améliorez qu'à la marge. Vous voyez, c'est le cas pour l'hôpital, par exemple. D'accord ? Mais plutôt que de le repenser, de faire, par exemple, les réformes de gouvernance qui ne coûtent zéro, qui ne font que simplifier, qui ne font qu'améliorer les procédures, qui ne font que redonner de l'énergie à ceux qui y travaillent, ça, on ne le fait pas. Parce qu'il y a un manque de vision politique. Et clairement, cet ARN messager, parce que non seulement on est à côté, mais on reste à côté. Il n'y a pas eu un seul euro d'investi dans l'ARN messager autre que faire du flaconnage. Et encore une fois, pourtant, c'est pas peine d'essayer d'éclairer. Donc de la stratégie d'un Airbus de la santé autour de l'ARN messager, ça veut dire un partenariat public-privé. Oui, et absolument. Vous avez raison de le signaler. C'est-à-dire quand vous lancez ce type de projet, d'abord, encore une fois, il faut regarder sur le long terme. L'ARN messager, c'est révolutionnaire, c'est ce qui va nous permettre de sortir de la pandémie, mais ça va aller bien au-delà de cette pandémie sur le plan de la vaccination. Vous savez, la théorie économique est assez claire là-dessus. D'abord, il faut voir que la croissance économique dépend de l'innovation. Ce qu'on appelle le potentiel de croissance à long terme dépend de l'innovation. Regardez, si vous prenez les 3 laboratoires, CureVac, BioNTech, 2 Allemands, un Américain, Moderna, les deux derniers annoncent déjà des chiffres d'affaires de 45 milliards pour 2021. C'est-à-dire qu'une technologie comme ça, qui est sortie l'année dernière, même si elle a été travaillée depuis des années, comme ça, va créer le chiffre d'affaires équivalent à une année de chiffre d'affaires normal de la vaccination. Donc ça, c'est ça donc c'est du développement économique, principalement en Allemagne et aux États-Unis. La deuxième chose, c'est que c'est ce qu'on appelle, c'est destructeur. C'est-à-dire que ça remplace les technologies existantes. Donc si vous n'êtes pas dans le train de l'ARN messager, je pense à Sanofi par exemple, vous risquez de ne plus être dans le train de la vaccination demain. Non pas que toutes les autres technologies vont disparaître, mais enfin cette technologie qui est supérieure technologiquement, il n'y a pas de raison qu'elle ne remplace pas un grand nombre de vaccins existants avec d'autres technologies. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas le temps de poser les autres questions de nos téléspectateurs. Il y avait Fanny notamment qui nous a posé des questions, ou encore Germain. Alors juste pour Fanny, la question de l'utilisation de l'ARN messager dans d'autres maladies, on l'a vu avec le docteur Pascolo, ça c'est aussi utilisé en cancérologie.
Bon, alors merci docteur Pascolo. Je n'ai pas le temps de vous redonner la parole, mais vous avez été très clair. Je rappelle que vous êtes immunologiste, spécialiste de l'ARN messager, cofondateur de CureVac. Et merci au professeur Bizard, président de l'Institut Santé, professeur d'économie. À suivre, on va parler d'autres types d'alertes. Il s'agit de l'alerte cyber. On va voir quelles sont les nouvelles du cybercrime.